Bonjour tout le monde, je me présente. Je suis le professeur Mohamed Snoussi. La matière des sciences de la vie et de la terre au collège Ta'aoun à l'Ayoun Saqiya Al-Hamra. Bonjour mes chers élèves, soyez les bienvenus dans cette séance consacrée au soutien. Et ce soutien, bien sûr, on va faire des exercices et à travers ces exercices, on va voir bien sûr beaucoup de définitions et on va voir et on va clarifier beaucoup de phénomènes géologiques parce que cette séance est consacrée aux phénomènes géologiques externes. Donc, soyez les bienvenus. On va commencer par la première partie. C'est consacré pour la restitution des connaissances. Le premier exercice est le suivant. Répondez par vrai ou faux et corrigez les propositions fausses. La première proposition A, l'eau torrentielle est un agent d'érosion et de transport. B, l'eau pure est un agent d'érosion chimique. Il dissout le calcaire. La troisième proposition C, le vent transporte les grains du sable et les matières dissoutes. La proposition D, la sédimentation est le dépôt des sédiments dans un milieu. E, la diagenèse s'effectue seulement en profondeur par la compaction. Voilà, c'est très bien. On va voir donc la correction. Alors, j'ai répété ici des questions pour bien comprendre. Et nous avons en bas la solution de l'exercice 1. A. Est-ce que l'eau torrentielle est un agent d'érosion et de transport? Bien sûr, c'est vrai, parce que l'eau torrentielle, c'est un agent de l'érosion et aussi c'est un agent de transport. B. L'eau pure est un agent d'érosion chimique. Il dissout le calcaire. Cette proposition est fausse. Alors, cette proposition qui est fausse, comment la corriger? Parce que l'eau pure ne dissout pas le calcaire. Ce qui dissout le calcaire, c'est l'eau chargée de gaz carbonique. Il se comporte comme acide et on l'appelle acide carbonique. Donc, cette proposition est fausse. Comment la corriger? On la corrige bien sûr par l'eau chargée de CO2 est un agent d'érosion chimique. Il dissout le calcaire. Alors, bien sûr, c'est la proposition B. Nous avons dit qu'elle est fausse. Et on passe à la proposition E. Pardon, on passe à la proposition C. Le vent transporte les grains du sable et les matières dissoutes. Bien sûr, c'est une proposition fausse. Pourquoi elle est une proposition fausse? Parce que les matières dissoutes, elles sont transportées seulement par l'eau. Donc, le vent transporte seulement les grains du sable et d'autres matières qui forment la poussière. La proposition D, la sédimentation est le dépôt des sédiments dans un milieu. C'est une proposition correcte parce que la sédimentation, c'est le dépôt des matières rocheuses transportées par l'eau dans un milieu qui convient. La proposition E, la diagenèse s'effectue seulement en profondeur par la compaction. Et bien sûr, c'est une proposition fausse. Pourquoi c'est une proposition fausse? Parce que la diagenèse se fait aussi à la superficie. Ça veut dire dans la surface par la cimentation. Et on a un exemple de la diagenèse du sable pour former le gris. On va passer maintenant à la question 2, ou bien à l'exercice 2. Classez dans le tableau en bas les agents de l'érosion suivants. Ces agents de l'érosion sont l'eau torrentielle, eau chargée de CO2, variation de température, la variation de la température,
l'alternance gel et dégel, le vent, l'eau divague. L'eau divague, mais cette fois-ci, elle est chargée de gaz carbonique, l'humidité et les glaciers. Alors, je répète ces agents d'érosion qu'on va classer selon le tableau d'en bas, comme vous voyez. L'eau torrentielle, l'eau chargée de CO2, la variation de la température, alternance gel et dégel, le vent, les eaux divagues, dans le littoral bien sûr, l'eau divague chargée de gaz carbonique, l'humidité et les glaciers. Alors nous avons ici en bas deux cases, les agents de l'érosion mécanique et les agents de l'érosion chimique. Donc les exemples que j'ai donnés, vous allez les classer selon ce tableau. Quels sont les agents de l'érosion mécanique et quels sont les agents de l'érosion chimique? C'est bien compris? Allez-y. Voilà, c'est très bien. Alors, passons maintenant à la solution. Les agents de l'érosion mécanique sont les eaux torrentielles, la variation de la température, l'alternance gel et dégel, le vent, les eaux divagues et les glaciers. Pour les agents de l'érosion chimique, ce sont le chargé de CO2, l'humidité et aussi l'eau divague chargée de gaz carbonique. C'est bien compris, mes chers élèves? Alors, passons à l'exercice 3, toujours dans la restitution des connaissances. L'énoncé. Déterminez le terme approprié pour chaque définition. La première définition, A, dégradation, altération des roches dans les paysages géologiques. B, dépôt des produits de l'érosion dans un milieu de sédimentation. C, transformation des sédiments friables en roches cohérentes. D, les restes aux traces des êtres vivants conservés dans les roches sédimentaires. Un petit moment pour réfléchir, mes chers élèves. Voilà, c'est très bien. Alors, passons maintenant à la solution. Alors, pour la proposition ou bien la définition A, qui est la dégradation, l'altération et aussi la fissuration et la fragmentation des roches dans les paysages géologiques, c'est l'érosion. La deuxième définition, qui est B, dépôt des produits de l'érosion dans un milieu sédimentaire, c'est la sédimentation. C, transformation des sédiments friables en roches cohérentes. Donc, les sédiments friables, ce sont des sédiments qui ne sont pas liés entre eux. Ils se transforment en roches cohérentes. Une roche cohérente, c'est la roche formée des éléments liés entre eux. Ça veut dire cimentés entre eux. Donc, c'est le phénomène de la diagenèse. D, les fossiles. Ce sont bien sûr les restes et les traces des activités des êtres vivants qui sont conservés dans les roches sédimentaires. Alors, je crois bien que vous avez bien compris. Donc, nous allons passer au raisonnement scientifique. Dans cette partie, on va voir le premier exercice. Le document 1 représente une coupe dans les sédiments fluviatiles. Ça veut dire les sédiments dans la rive d'un fleuve. Premièrement, désignez avec une flèche la direction du courant d'eau dans ce fleuve. Alors, vous observez ici le document 1. Nous avons bien sûr ici A,
B, C et D. Donc la direction du courant d'eau dans ce fleuve, ça sera dans ce sens. Ça veut dire de l'amont vers l'aval. C'est bien compris? Voilà. Alors passons maintenant à la deuxième question. Nommez les sédiments A, B, C et D. Toujours en se référant au document 1. Donc vous voyez ici A, ce sont des grosses roches. Donc ce sont des rochers. Ou bien des blocs. Ce sont des grosses roches. B, ce sont des galets. C, ce sont des sables. Et en D, c'est de l'argile. Alors nous allons voir ceci dans la correction, pardon. Voilà. Alors, la troisième question, c'est comment change-t-il la taille des sédiments de l'amont vers l'aval? Ça veut dire de l'amont vers l'aval. Nous voyons ici les rochers, les grands rochers, ça veut dire les blocs. Puis, des graviers, ils sont plus petits. Du sable est encore plus petit, ce sont des grains plus petits que les éléments de gravier. Et enfin, les petites particules de l'argile. Donc la taille des éléments qui se sont sédimentés dans cette rive, elle diminue au fur et à mesure de l'amont à l'aval. La quatrième question, comparer la puissance du courant au niveau de A et au niveau de B. Alors nous avons ici A et ici bien sûr D. Alors, ici, en A, la pente est plus raide. Donc, la vitesse et le courant d'eau est plus puissant ici, dans la zone A. Il diminue peu à peu. En D, l'eau est presque calme. Donc, nous avons ici une diminution progressive du courant d'eau et de sa puissance aussi de l'amont vers l'aval. Est-ce que c'est bien compris? Pour la question 4, on va comparer la puissance du courant au niveau du A et aussi au niveau de D. Au niveau de A, la vitesse et la puissance du courant est plus élevée. Et il diminue progressivement de l'amont vers l'aval, jusqu'à D, où l'eau devient presque calme. Alors c'est pourquoi on a ici une sédimentation des petites particules d'argile. Voilà. Alors, donc, le courant, sa puissance et sa vitesse diminuent progressivement de l'amont à l'aval. La cinquième question, déduisez les facteurs qui agissent sur la répartition des sédiments fluviatiles. Donc, d'après la réponse à la question 3 et à la question 4, on peut déduire que les facteurs qui agissent sur la sédimentation fluviatile sont, d'une part, la taille et la densité des éléments sédimentaires, et d'autre part, la vitesse et la puissance du courant. Donc, plus que le courant diminue, plus qu'il y a sédimentation des petites particules, bien sûr, de l'amont vers l'avant. Alors, ce qui nous donne une sédimentation dans l'ordre horizontal. Les rochers, puis les galets, ensuite des sables, et enfin les particules d'argile dans un milieu presque calme. Voilà. Alors, passons au deuxième exercice, pardon.
Voilà. Le deuxième exercice, c'est un document qui contient 3 sortes de grains de quartz. Alors je lis. Le document 2 montre les grains de quartz dans 3 types de sable. Ce sont les grains A, les grains B et les grains C. Vous observez ici, vous voyez que les grains A, ce sont des grains non usés. Les grains B, ce sont les grains émoussés luisants. Et les grains C, ce sont des grains qui ont une forme rond-mât. Les questions. Premièrement, expliquez comment les grains A, ça veut dire ces grains-là, peuvent devenir comme les grains B. Donc, tous ces grains au début, ils ont cette forme. Ça veut dire que ce sont des grains non usés. Donc, les grains A, ils peuvent être comme des grains B. Mais qu'est-ce qu'il faut pour devenir comme des grains B? Alors, c'est ça la question. Et que peut-on dire du transport du sable qui renferme le type de ces grains? Ça veut dire les grains A. Alors, que peut-on dire du transport que ce sable a subi? Ça veut dire le sable formé par les grains A. La deuxième question, dans quel milieu trouve-t-on le sable formé par les grains A? Déterminez l'agent du transport de ce sable. Voilà. La troisième question, comment expliquez-vous la forme des grains C et déterminez le type de ce sable? Alors, c'est bien compris les questions? Alors, passons maintenant à la solution. Pour devenir comme des grains B et prendre leur forme, les grains A doivent être usés. Ils doivent être usés comment? C'est pendant leur transport. Et bien sûr, c'est par l'eau. Les grains A ne sont pas usés. Donc, si le sable formé par des grains A n'est pas transporté ou il est transporté pour une courte distance. Donc, pendant le transport, les grains du sable s'usent. Alors, c'est pourquoi ils prennent des formes différentes. Donc, les grains A, je reviens au document, les grains A ne sont pas usés. Puisqu'ils ne sont pas usés, donc ils ne sont pas transportés, ou bien ils sont transportés pour une courte distance. Pour les grains B, alors les grains B, on les trouve dans quel milieu? On les trouve dans les rives des fleuves, et on les trouve aussi dans la côte, ça veut dire dans le sable côtier. Pourquoi? Parce qu'ils sont émoussés luisants. Alors je reviens encore une fois au document. Ils sont émoussés luisants. Donc ils sont usés et ils sont lavés par l'eau. Alors c'est pourquoi ils prennent cette forme émoussée luisante. La troisième question. Comment expliquez-vous la forme des grains C? Déterminez le type de ce sable. Le sable formé par la majorité des grains émoussés luisants est fluviatile, comme j'ai dit déjà. Donc, ils ont subi un transport par les eaux pour une longue distance. Ou bien, il se trouve aussi, ce type de sable, il se trouve dans les côtes. Ils sont usés et lavés par les mouvements des vagues dans la côte. La troisième question, pardon. Les sables, ou bien le sable formé des grains C, et ce sont des grains ronds-mâts. Donc ce sable, on le trouve bien sûr dans le Sahara, ça veut dire dans le désert. Et l'agent du transport qui a subi ce sable, c'est le transport éolien. Ça veut dire le transport par les vents. Alors je crois que c'est bien clair. D'accord? Voilà. Alors je passe à l'exercice 4. Vous observez ici un document qui est une coupe
une coupe géologique qui comprend des couches sédimentaires. Alors, je l'ai dénoncé. Le document 3 représente une coupe géologique au niveau des couches sédimentaires séparées par le lit d'une rivière. Elles sont séparées par le lit d'une rivière. Alors, ça, ici, ce sont des couches sédimentaires. La légende de l'autre côté, ici, c'est du calcaire. En B', c'est de l'argile. Et en A, ce sont des grès, c'est le grès. Et en B, c'est du sable. Voilà. Alors, les questions sont, premièrement, déterminer l'âge relatif de la couche B par rapport à la couche A et à la couche B. Donc, on parle ici de la datation relative. Et bien sûr, on utilise un principe de la stratigraphie. Deuxièmement, quel est le principe de la stratigraphie utilisé dans la datation relative? Troisièmement, la couche B et la couche B' est une seule couche. Elles formaient une seule couche. Et ils ont le même âge. Ça veut dire qu'elles forment une seule couche avant que la rivière trace son lit. Ça veut dire creuse son lit par l'érosion. A. Quel est le principe de la stratigraphie utilisé pour déduire qu'ils ont le même âge? Ça veut dire que pour déduire que la partie B et la partie B' ont le même âge. B. Expliquer pourquoi B et B', qui formaient la même couche, sont constitués des roches différentes. J'explique. Nous avons dit que la partie B et la partie B', c'était une seule couche. Mais on voit ici que B est formé du sable et B' est formé de l'argile. Alors, comment expliquer ceci? Si bien compris l'exercice? Voilà, alors passons à la solution. La couche B est plus ancienne que la couche C et elle est plus récente que la couche A. Le principe utilisé ici, c'est le principe de la superposition. La superposition. Le principe de la superposition nous permet de déterminer la datation relative des couches. Alors nous avons ici B. Elle est plus récente que A. Pourquoi? Parce que B se trouve en haut de A. Et B est récente, et B est ancien que C, parce qu'il se trouve en bas. Donc, je récapitule, B est plus récente que A et elle est plus ancienne que C. Donc, c'est la datation relative dont on utilise le principe de la superposition. La troisième question, qui concerne la couche B. La couche B, comme j'ai dit, formait une seule couche avant que la rivière trace son lit par l'érosion. Quel est le principe qu'on peut utiliser ici? C'est le principe de la continuité qui annonce que toute couche garde son épaisseur et garde son âge dans toute son étendue. Alors, voyons la solution. B et B' sont deux parties d'une même couche avant que la rivière creuse son lit par l'érosion. Il s'agit du principe de la continuité. Toute couche sédimentaire a la même épaisseur et a le même âge dans toute son étendue. D'accord? Voilà. B, question B, B et B' sont formés pendant la même période. Ça veut dire qu'ils ont le même âge. Mais pourquoi leurs constituants sont différents? Alors, l'explication, c'est que ces deux parties de la même couche sont formées dans deux milieux différents. Par exemple, la partie B s'est formée dans
un estuaire et l'autre, elle est formée par exemple dans le milieu marin. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah, et merci beaucoup.